y a une catégorie qui est intéressante, c'est la traque. Je dirais que la traque a commencé avec Victor Hugo, Les Misérables, et le fameux Javert, qui traque Jean Valjean sur à peu près presque 1 million de mots quand même, c'est beaucoup. Donc c'est la traque. Et pour, à titre personnel, Jérôme, je pense qu'il manque peut-être un élément, moi, que j'ai profondément ressenti dans les années 90. On est passé de la logique, du travail d'enquêteur de la PJ, bon, petite parenthèse, la traque, un auteur a créé dans le polar l'insoutenable. Et cet auteur, c'est Thomas Harris, qui est ensuite, bon, un précédent, Jacques Léventreur, mais Jacques Léventreur, c'était principalement une enquête. Avec l'insoutenable, on rentre vraiment dans le tueur en série, le psychopathe, la personne qui fait peur. Le silence des agneaux, c'est un livre qui, pour moi, a véritablement marqué la littérature. On le voit aujourd'hui, tous ces livres, même le poète de Conley reprend cette thématique du tueur en série. Et c'est une... voilà, c'était un petit complément personnel. Vous, cet ouvrage, vous le situeriez dans quelle tradition? La certitude, la logique, la PJ, la traque ou le tueur en série? C'est un livre qui s'inscrit dans un système très logique, qui est notre système constitutionnel, nos institutions. Et j'ai le travail que j'ai fait sur ce roman qui était le travail très très difficile. Le plus difficile, je pense, c'était de créer véritablement une histoire qui soit une histoire dans notre système politique et qui soit complètement liée et qui n'en sorte pas, qui soit emprisonnée par les règles de notre système institutionnel qui est écrit dans la Constitution. Donc j'avais eu l'idée un jour, ce qui peut paraître tout à fait rébarbatif, de dire c'est un thriller juridique ou un thriller constitutionnel. C'était un peu un pari, comme le Tibétain était le pari, de rendre intéressante un aller-retour dans une piscine. Voilà. Donc c'était un peu, je me suis dit, voyons voir, on va écrire un livre qui n'est pas un livre politique, on va écrire un livre qui est dans la politique. Évidemment, c'est pas un livre politique, sinon ça n'intéresserait aucun lecteur de polar, ce ne serait pas le sujet. Et donc, travaillant autour de cette constitution, de la notion de destitution, qui était le premier titre du livre, qui était mon titre de travail initial, l'article 68 de la Constitution, qui est la responsabilité du président de la République devant la Haute Cour de justice, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunis à Versailles, la notion de légitimité, qui est très importante. C'est vraiment la toile de fond de ce livre. Vous dites, j'aimerais plutôt qu'on dise, c'est un suspense. Qu'est-ce que vous entendez justement par suspense? Alors, c'est l'attente. Qu'est-ce qui va se passer? Suspendre. Une pratique assez courante est d'écrire une action, et au moment où l'attente est maximum, de passer à un autre paragraphe, pour que le lecteur lise ce paragraphe. Là, à la fin de ce paragraphe, on crée une nouvelle attente, et on revient sur le paragraphe précédent. Et ça, c'est le montage qu'on a dans tous les films, beaucoup de films, les séries. Ça a commencé avec la littérature, notamment avec un auteur américain qui avait écrit, Jérôme, je ne sais pas si, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait écrit Airport. Non, ça se passait à Chicago, c'était tout l'aéroport était bloqué. Et lui était vraiment un maître dans le domaine de l'attente, parce que l'aéroport était bloqué, il y avait de la neige partout, un avion allait atterrir. À ce moment-là, on allait dans la famille d'une hôtesse de l'air. Et on voyait
il décrivait la famille, alors que l'avion était en l'air et on pensait qu'il allait peut-être se casser la figure, donc on voulait lire la suite. Et ça, c'est vraiment un mode d'écriture que j'essaye à tout prix de ne pas pratiquer. Parce que je pense qu'un bon récit se suffit à lui-même, et même un bon suspense, c'est-à-dire le suspense, c'est vraiment ça, c'est ma réponse, c'est l'attente, c'est un bon suspense, il faut que le paragraphe, quelque part, aille au bout de son sujet, et qui crée une attente encore supérieure à l'attente, je dirais, au premier degré. Donc, je dirais, alors oui, suspense ou livre d'aventure, parce que La Conspiration n'est pas un roman policier. Le mot thriller, on l'aime pas, parce que c'est un mot qui est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi. Si le président de la République a connaissance d'une fraude ou d'un acte incompatible avec ses fonctions portant atteinte à la sûreté de l'État, à ce moment-là, article 68 de la Constitution, le Parlement réuni en congrès et destitution. Ça, c'était l'idée de départ, c'était un peu ce que je viens de vous dire, c'était écrire un roman dans des impeachment, destitution en anglais, c'était voir ça dans notre système de la loi de 1958, donc notre Constitution. Ensuite, sur la démarche sur le travail de documentation, oui, quand on crée véritablement une histoire, quand on se limite pas, je dirais, à colorier des événements passés, des personnages politiques passés, ce qui peut être très bien fait, très intéressant, et j'aime beaucoup je ne parle pas du tout des romans historiques, hein. Je parle plutôt de je parle de livres quasi journalistiques qui ont leur qualité, tout à fait leur intérêt, mais qui pour moi sont pas véritablement des romans. Ce sont des livres d'actualité romancés. Donc moi je fais un travail de documentation très important, parce que ce que je dois connaître, je dois créer à l'intérieur. Ça veut dire que je ne peux pas me louper. Lui, il a été élu, bon, on sait qu'il faut 500 parrainages. Ensuite, on se rend compte qu'il y a 12 parrainages qui sont faux, donc il n'avait pas assez de parrainages. Est-ce qu'à ce moment-là, il est obligé est-ce qu'il vient d'être élu? Est-ce qu'il y a un délai de recours ou pas en annulation de l'élection? Alors, on se dit non, c'est pas en annulation de l'élection, il aurait dû y avoir un recours en annulation de la candidature un mois et demi avant. Mais quand la candidature est publiée, elle est définitive. Au bout de 48 heures, s'il n'y a pas eu de contestation sérieuse. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un président qui est élu, mais dont une candidature est illégale, illicite. Donc c'était voilà, c'était exactement le sujet de départ de La Conspiration, c'était ça. Alors le travail, je voulais dire deux petits mots sur le travail de documentation. Donc il y a un travail de documentation qui est très important. J'en ai un là sur le livre, je travaille beaucoup avec le SRPJ de Montpellier sur le livre que je suis en train d'écrire. Et là il faut faire très attention, parce qu'il faut prendre du recul. Quand j'étudie un domaine comme le sport de haut niveau, ou bien là, nos institutions, ou bien l'organisation de la police judiciaire, et même de la sécurité publique, on reçoit tellement d'informations que ces informations, on les organise dans sa tête et on a envie de les raconter dans le livre. Et ça, il ne faut pas. Il faut qu'elles ne soient que nécessaires à l'histoire. Il ne faut pas faire comment dire, il ne faut pas expliquer comment ça fonctionne. Alors, il y a eu la mode de ça avec Tom Clancy, le technical thriller, où on avait des grandes explications du fonctionnement de tout. C'était très bien fait, mais c'est pas... moi, j'aurais tendance à avoir cette démarche,
et je ne veux pas l'avoir. Donc je suis en lutte avec ça, et ça fait partie du job, quoi. Ça fait partie du travail. Par exemple, Jacques Dufour, j'avais dit qu'il était OPJ dans la conspiration, notamment quand il interviewe le président Méry. Il interviewé avec une démarche d'OPJ, ça veut dire qu'on allait lui faire signer à la fin un procès verbal signé par un OPJ, qui était Dufour. Certainement pas un préfet à la DCRI. Moi, c'est la DSI, hein, je ne vais perso à la DCRI, c'est trop précis. Et donc, il ne pouvait pas être OPJ. Alors, dans le travail avec la CRPJ, c'est un travail beaucoup plus fouillé sur la police. Parce que le travail que j'ai fait sur nos institutions, la Constitution, là, je le fais sur le fonctionnement d'un SRPJ. Je n'ai pas du tout une démarche de journaliste. Donc, avec moi, je ne leur pose pas des questions précises, ce ne sont que des questions techniques. C'est des relectures de dialogues pour voir comment ils parlent. Parce que quand on écrit des dialogues, il ne faut pas que tout le monde parle de la même manière. Il faut aussi voir, par exemple, les interrogatoires. Vous avez un tel va pratiquer beaucoup l'interrogatoire via la chansonnette. Ça veut dire qu'il va raconter une fausse histoire pour connaître le vrai. Un autre va faire un interrogatoire dit à la chic. Ça veut dire qu'il va poser plein de questions anodines. Il va faire signer son procès verbal au bonhomme. Il va le laisser tranquille pendant un moment. Et après, il va le revoir en lui disant « Attendez, vous m'avez dit ci, alors pourquoi? Alors vous m'avez dit ça, alors, mais vous m'aviez dit que vous preniez le vélo pour aller au bureau. Maintenant, vous me dites que vous avez pris votre voiture, etc. » Et le gars, petit à petit, qui pense s'être bien sorti de son premier entretien, petit à petit, il se démonte. Ça, c'est l'interrogatoire à la chic, mais il se démonte toujours au SRPJ au bout d'un moment, de toute façon. Donc ça, c'est très très intéressant de voir les différentes manières d'en arriver là avec les différents suspects. Alors, il y a la hiérarchie des suspects, parce qu'il y a le méchant suspect, il y a celui qu'on veut voir vraiment démonté, qu'on veut voir démoli, et puis il y a les gentils suspects, qui sont peut-être les pires d'ailleurs. Alors, voilà. Un point important, je trouve, quand on veut écrire, pour ceux qui voudraient écrire une histoire, c'est surtout c'est surtout d'être toujours dans tout ce qu'on écrit, dans toutes les phrases, dans l'inattendu. Si le lecteur se dit ce que vous allez dire, parce que c'est la suite logique, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Toujours être, pas dans la surprise, l'inattendu. On dit souvent prendre à contre-pied, etc. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, dans les relectures, c'est très important. Et aussi effacer les répétitions, ça veut dire dire une chose autrement, avec d'autres phrases, mais dire la même chose plusieurs fois. Donc ça fait partie, bon je dis deux mots comme ça me vient à l'esprit, ça fait partie du gros travail quand on relit un manuscrit, ça fait partie du gros travail de relecture. Dufour, je ne sais pas par qui s'est fait le plus manipuler et en quoi il a le plus nourri la conspiration. Jacques Dufour était-il un personnage fréquentable ou pas? Manipulateur. En fait, il est... Et peut-être pas manipulé par ce qui est le plus visible. Oui, en fait, c'est un infiltré. Oui, mais c'est il est infiltré dans l'Alliance. Oui. C'était compliqué parce que il ne fallait pas que le lecteur non plus se désintéresse, parce que quand quelqu'un est entre deux eaux comme lui, parce qu'il reste pendant 150 pages, même plus, entre deux eaux, on ne sait pas quel est son but final. À un moment, il fait le point devant un bar, porte-maillot, je ne sais pas, il de la grande armée, en disant pour qui est-ce que je suis, pour l'un, pour l'autre. Ben bon, c'est celui-là, tant mieux, hein, c'est bien. Lui-même s'y perd un peu, quoi. Parce que quand on est pris par des événements comme ça, qui vont de manière empirique et qui s'enchaînent et qui vont beaucoup trop vite, et qu'il y a des enjeux tout le temps, soi-même, on peut perdre on peut perdre non pas ses repères, mais on ne sait plus pour qui on se bat. Parce qu'il y a tellement de batailles en même temps.
Et ça, l'écrire dans un livre, c'était pas gagné. D'ailleurs, dans ce roman, et j'en resterai là, mais dans ce roman, pendant un bon moment, ça c'est entre nous, il manquait quelque chose. Et je relisais mon manuscrit, je relisais mon manuscrit. Je me disais, il manque quelque chose. C'était quelque chose, une humanité, mais plus profonde qu'un élément humain, etc. Il manquait Basile. Parce que je n'avais pas écrit Basile. Basile, il était évoqué, on le voyait pendant 6 lignes, et on ne voyait pas Basile, prisonnier dans sa cuve, etc., comment il était. Ce garçon, on savait qu'il avait des problèmes psychologiques, mais il était, lui, totalement désincarné. Et ça, c'était vraiment c'était un manque, un très gros manque. Et j'ai mis un certain temps à me dire, il faut aller dans le sujet. Il faut aller